Si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous recommande vivement de le faire avant de poursuivre. Cela vous aidera à mieux comprendre les notions abordées ici. Le terme diabète désigne un ensemble de maladies qui partagent un point commun, un taux élevé de sucre dans le sang, appelé hyperglycémie. Ces maladies entraînent souvent des complications qui peuvent affecter plusieurs organes à long terme. Cependant, bien que ces formes de diabète ayant des conséquences similaires, elles diffèrent par leur mécanisme d'apparition, c'est-à-dire la pathogénie, et leurs manifestations cliniques et leur traitement. D'un point de vue physiopathologique, le diabète sucré résulte d'un déséquilibre dans la production ou l'action de l'insuline, une hormone essentielle sécrétée par le pancréas. Ce déséquilibre peut être dû soit à une carence absolue en insuline, ce qui signifie que le corps ne produit pas du tout cette hormone, soit d'une carence relative où l'insuline est présente mais en quantité insuffisante ou inefficace en raison de certains facteurs qui entravent son bon fonctionnement. Dans les deux cas, l'absence ou la mauvaise utilisation de l'insuline empêche le glucose d'être correctement utilisé par les cellules, ce qui entraîne une élévation du sucre dans le sang. On va commencer par la physiopathologie du diabète de type 1. Dans le diabète de type 1, il y a une destruction progressive des cellules bêta du pancréas, responsable de la production d'insuline. Cette destruction entraîne une carence absolue en insuline, empêchant le glucose d'être correctement utilisé par l'organisme. Et plusieurs mécanismes sont impliqués dans cette perte de production d'insuline. Trois principaux facteurs contribuant à la destruction des cellules bêta pancréatiques. Premièrement, les facteurs génétiques. Bien que le mode exact de transmission du diabète de type 1 ne soit pas encore totalement élucidé, certaines prédispositions génétiques ont été identifiées, en particulier certains groupes du système HLA, ou Human Leukocyte Antigen. Si un parent est diabétique, l'enfant a environ 5% de risque de développer la maladie. Si les deux parents sont atteints, ce risque augmente jusqu'à 30%. Et pour les frères et les sœurs, la transmission dépend du type de HLA partagé. Si leur HLA est différent, le risque est de 5%. Et si le HLA est identique, le risque monte jusqu'à 15%. Deuxième facteur, les facteurs auto-immunes. Le diabète du type 1 est une maladie auto-immune, ce qui signifie que le système immunitaire attaque par erreur les cellules bêta du pancréas. Cette destruction est provoquée par l'immunité cellulaire, conduisant progressivement à un déficit total en insuline. L'hyperglycémie n'apparaît que lorsqu'il ne reste plus de 10 à 20% des cellules bêta fonctionnelles. Avant l'apparition du diabète, une insulinite pancréatique, c'est-à-dire l'inflammation des îlots de Langerhans, peut persister pendant 5 à 10 ans. Des anticorps caractéristiques du diabète de type 1 peuvent être détectés plusieurs mois ou années avant les premiers signes cliniques. Il existe parfois une association avec d'autres maladies auto-immunes comme la thyroïdite d'Hashimoto ou la maladie cœliaque. Troisième facteur, les facteurs environnementaux. Bien que les causes exactes ne soient pas encore totalement prouvées, des facteurs environnementaux semblent jouer un rôle dans le déclenchement du diabète de type 1. Certaines infections virales pourraient activer la réponse auto-immune. L'exposition précoce au lait de vache, qui est soupçonnée d'interférer avec le système immunitaire. Des substances toxiques encore mal identifiées, mais possiblement impliquées dans la destruction des cellules bêta. Donc, lorsque 90% des cellules bêta ont été détruites, l'organisme ne peut plus produire suffisamment d'insuline. Ce manque entraîne des perturbations majeures du métabolisme de glucides et de lipides, provoquant des divers symptômes et complications. Le premier signe clinique est souvent le syndrome cardinal, qui regroupe une polyurie, c'est-à-dire des mictions fréquentes, une polydipsie, qui a une soif intense, une polyphagie ou une faim excessive et un amaigrissement rapide malgré une alimentation normale ou augmentée. En absence de traitement, la carence en insuline entraîne une accumulation du corps cétonique dans le sang, ce qui peut évoluer vers des complications plus graves. Dans un premier temps, on observe une cétose, c'est-à-dire une accumulation modérée de cétone dans le sang. Si cette situation s'aggrave, il peut évoluer en acidocétose diabétique, qui est une urgence potentiellement mortelle, nécessitant une prise en charge rapide. Maintenant, passons à la physiopathologie du diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une maladie plus complexe et multifactorielle, résultant d'une combinaison de résistance à l'insuline et d'une insuffisance progressive de sécrétion d'insuline. Au début de la maladie, l'organisme compense cette résistance en produisant plus d'insuline. Cette compensation, appelée l'hyperinsulinisme compensatoire. Cependant, à long terme, le pancréas s'épuise, conduisant à une insulinopénie progressive, une aggravation de l'hyperglycémie. Comme on a dit, le diabète du type 2 est multifactoriel.
et elle résulte de plusieurs mécanismes. Premièrement, l'insulinorésistance se définit comme l'incapacité de l'insuline à exercer pleinement son action sur ses organes cibles. Ce phénomène touche plusieurs tissus impliqués dans le métabolisme du glucose. Au niveau musculaire, l'insulinorésistance entraîne une diminution de la captation de glucose par les cellules musculaires, réduisant ainsi leur capacité à stocker et à utiliser le sucre comme source d'énergie. Au niveau hépatique, il y a une augmentation de la production de glucose, ce qui contribue à l'élévation du taux de sucre dans le sang, en particulier à jeun. Et au niveau des tissus adipeux, la résistance à l'insuline se manifeste par une lipolyse excessive, c'est-à-dire la libération d'une quantité importante d'acides gras libres dans la circulation sanguine, ce qui aggrave la résistance à l'insuline. Le rôle des adipokines, comme le TNF-alpha, est également impliqué. Ces molécules, sécrétées par les adipocytes, contribuant au développement et à l'aggravation de l'insulinorésistance. Deuxième mécanisme, l'insulinopénie relative. En plus de la résistance à l'insuline, le diabète du type 2 est aussi marqué par une insuffisance de production d'insuline par le pancréas. Cette défaillance, bien que modérée au début, s'aggrave progressivement avec l'âge et l'évolution de la maladie, et pouvant aller jusqu'à une forme nécessite un traitement par l'insuline, donc un diabète insulinodépendant. Et il existe plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer cette dégradation. Premièrement, la glucotoxicité. L'hyperglycémie chronique détériore les cellules bêta-pancréatiques en perturbant leur capacité à détecter et à répondre aux variations du glucose. Deuxièmement, la lipotoxicité. En raison de l'insulinopénie et de l'insulinorésistance des adipocytes, la lipolyse reste excessive, entraînant une augmentation des acides gras libres dans le sang, ce qui altère davantage la fonction des cellules bêta, réduisant encore leur capacité à produire de l'insuline. De plus, la lipotoxicité perturbe l'utilisation du glucose stimulé par l'insuline, aggravant ainsi le déséquilibre métabolique. En plus de ces plusieurs mécanismes, d'autres éléments liés au mode de vie favorisent l'apparition et la progression du diabète de type 2. L'obésité androïde, ou la présence de graisse abdominale excessive, est le facteur principal de l'insulinorésistance. L'excès de graisse viscérale est particulièrement néfaste car il libère des acides gras et des cytokines pro-inflammatoires qui augmentent la résistance à l'insuline. La sédentarité joue également un rôle majeur. Le manque d'activité physique réduit la capacité des muscles à capter et utiliser le glucose, aggravant ainsi l'hyperglycémie. Et finalement, on finit par le diabète gestationnel, une forme de diabète qui survient exclusivement pendant la grossesse. Elle est principalement causée par une insulinorésistance induite par les hormones placentaires, notamment hormones lactogènes placentaires, ce qu'on appelle l'HPL. Au fur et à mesure que la grossesse avance, les besoins énergétiques du fœtus augmentent, nécessitant un apport constant en glucose. Et pour assurer ce transfert, le corps de la mère s'oppose partiellement à l'action de l'insuline, ce qui permet au glucose de passer plus facilement vers le fœtus. Cependant, chez certaines femmes, cette adaptation devient excessive, entraînant une hyperglycémie, ce qui définit le diabète gestationnel. Ce diabète gestationnel est influencé par plusieurs facteurs à la fois génétiques et environnementaux. Les facteurs génétiques, comme des antécédents familiaux de diabète, les femmes ayant des antécédents familiaux de diabète sont plus susceptibles de développer un diabète gestationnel. Des facteurs environnementaux, notamment l'obésité, la sédentarité et d'autres choses. Un excès de poids avant la grossesse ou une prise de poids excessive pendant la grossesse augmente la résistance à l'insuline, favorisant ainsi l'apparition de diabète gestationnel. Bien que ce diabète disparaisse généralement après l'accouchement, il augmente le risque de développer un diabète de type 2 plus tard dans la vie. C'est pourquoi une surveillance régulière et des mesures hygiéno-diététiques adaptées sont essentielles pour prévenir ces complications. On va parler du diagnostic positif, des signes cliniques et de prise en charge dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.